7h36 sur la première, le journal du matin et ce monde qui continue de s'embraser bientôt 2 semaines après les attentats de Charlie Hebdo à Paris. Une énorme manifestation hostile à l'hebdomadaire satirique a encore eu lieu hier en Tchétchénie, c'est assez loin de Paris, la Tchétchénie. D'autres ont eu lieu en Iran, dans la bande de Gaza, en Afghanistan, au Pakistan. Des drapeaux français ont même été brûlés. Des musulmans qui sont en colère contre la une du magazine qui montre, on le rappelle, un Mahomet pleurant surmonté de ce titre « Tout est pardonné ». Apparemment, ce n'est pas le cas, tout n'est pas pardonné. Et la question que nous allons nous poser ce matin en compagnie de notre invité, c'est comment reconstruire l'avenir dans ce contexte de tension très fort entre communautés. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin ici à Lausanne dans nos studios. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, éthologue. Vous avez notamment publié, c'est votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob, Les âmes blessées. Vous étiez hier soir au théâtre de Villy-Lausanne pour une conférence. Et je me suis laissé dire aussi que vous étiez l'ami personnel de Wolinski et que vous connaissiez très bien Cabu, qui était à l'opposé, dites-vous, d'être des anti-musulmans. Hein. Ceci pour placer le contexte. Des drapeaux français brûlés, Boris Cyrulnik, des milliers de musulmans à travers le monde qui se disent blessés, les âmes blessées, c'est votre ouvrage, par les caricatures de Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut les comprendre ? On peut les comprendre, mais on peut aussi craindre qu'ils soient manipulés, parce que, personnellement, j'affirme que Wolinski, Cabu n'étaient pas du tout anti-musulmans. On vit dans une culture chrétienne où l'image est une valeur, et je comprends mal cette indignation. Il y a ce que disent actuellement les musulmans, c'est ce que dit la couverture de Charlie Hebdo. Mahomet est débordé par les intégristes. Or, les musulmans disent « Not in my name ». Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce qui est vrai, n'empêche que c'est en leur nom, c'est en nom de leur prophète qu'ont été commis des attentats. Alors j'ai l'impression que je ne comprends pas très bien cette réaction excessive de gens qui, pour la plupart, ne savent pas qui est Charlie Hebdo, n'ont pas vu la couverture, ne savent pas ce qui est écrit. C'est à 100% de la récupération politique, ou pour reprendre encore une fois le titre de votre ouvrage, il y a des âmes qui se sentent vraiment blessées par ça. Bien sûr, ils se sentent blessés, mais il faut distinguer l'insulte et le blasphème. Si on est insulté, on a le droit de faire un procès, on a le droit de protester. Le blasphème change étonnamment selon les cultures et selon les époques. Dans une même culture, ce qui était blasphématoire et qui méritait la mort il y a quelques décennies ou il y a quelques siècles, ça nous fait sourire aujourd'hui. Je pense que les descendants de ces musulmans ne comprendront pas la réaction de leurs parents ou de leurs grands-parents. Le blasphème, savez-vous que le chevalier de la Barre au XVIIIe siècle, on devait se découvrir devant une procession chrétienne. Et le chevalier de la Barre, 19 ans, ne s'était pas découvert. C'était considéré comme un blasphème, c'est-à-dire ça méritait la mort. Il a été arrêté, sa langue a été arrachée, il a été brûlé et écartelé ou décapité. C'est-à-dire que le mot blasphème, qui est étonnamment différent selon les cultures, est une préparation à l'assassinat, alors que l'insulte, effectivement, on doit respecter ceux d'une autre religion ou d'un autre peuple. Il y a le blasphème, il y a la notion de tabou. On sait que dans la culture orientale, arabe aussi, il y a encore des tabous, contrairement à ici où il n'y en a plus beaucoup, ou peut-être que si. Est-ce que le psychiatre ou le psychanalyste que vous êtes dirait qu'on assiste à un retour du tabou, ou que c'est peut-être à cela qu'on va assister ? Je pense qu'on assiste surtout à une pensée extrême. Il n'y a plus de nuance, on est pour ou contre. Et ça, c'est très grave parce que c'est un processus qui existe régulièrement dans toutes les cultures. L'Inquisition était un processus analogue, c'est-à-dire que la moindre déviation, la moindre critique méritait la mort et provoquait une sincère indignation. Je pense qu'il y a eu déjà le communisme, il y a eu le nazisme, le Ku Klux Klan, procède exactement de la même pensée, c'est-à-dire qu'il y a une seule, l'expression importante c'est une seule pensée correcte. Tous ceux qui ne pensent pas comme moi méritent d'être déportés, rééduqués, torturés, etc. Vous avez utilisé le mot de nazisme, Boris Cyrulnik, vous qui êtes d'origine juive, vos parents étaient déportés. Nazisme, radicalisme islamiste, ce sont des associations un peu délicates ?
Non, c'est la pensée extrême, que ce soit le nazisme, le communisme, une religion qui n'accepte pas l'existence d'une autre religion fait partie de ce processus de pensée extrême. Alors je pense que le Ku Klux Klan disait il faut défendre la race blanche. Et c'est au nom de cette vertu, c'est au nom de cette pseudo-morale qu'il se permettait de assassiner, de pendre les nègres, les syndicalistes, tous ceux qui n'étaient pas totalement d'accord avec eux. Et le mot important, c'est totalitaire. Et la pensée totalitaire concerne toutes les religions profanes, les philosophies. C'est une pensée extrême qui mène à des situations de guerre. Que pensez-vous des propos du pape François qui appelait des lui pour la prudence, mot entre guillemets, dans la dérision? On peut citer ces propos, c'était dans le vol de retour vers Rome depuis les Philippines lundi dernier, hier d'ailleurs. Il a dit: la liberté d'expression doit tenir compte de la réalité humaine, pour cela elle doit être prudente, éduquée. En théorie nous sommes d'accord, mais en pratique limitons-nous un peu. Le pape François, que pourtant beaucoup acclament comme quelqu'un d'assez progressiste, a dit cela. Qu'en pensez-vous? Alors, bien sûr, il faut respecter la religion des autres, il faut respecter les idées des autres. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être humain, il y a 1000 manières d'être humain. Or, je pense que la liberté, sa propre liberté, s'arrête quand on arrête la liberté des autres. Mais quand on tue des gens de Charlie Hebdo, alors qu'ils ne sont pas du tout anti-musulmans. Wolinski a même souvent pris la défense de musulmans qui étaient agressés. Et il a été tué pourquoi? Pour un dessein que les musulmans accepte aujourd'hui. Sur la couverture de Charlie Hebdo, il y a écrit « Mahomet est débordé par les intégristes ». C'est exactement ce que disent les musulmans aujourd'hui. C'est pas le vrai islam, disent-ils, et chacun dit ça de l'autre, mais quel est le vrai islam? C'est-à-dire que, on peut dire la même chose du christianisme, d'ailleurs il y a plusieurs manières d'aimer le Christ, on peut dire la même chose des théories économiques, des théories philosophiques. Ce qui est dangereux, c'est la théorie totalitaire. Quel est le ressort psychologique du terrorisme islamiste, Boris Cyrulnik, aujourd'hui? C'est le religieux, c'est l'exclusion, c'est-à-dire qu'il y a aussi un ressort socio-économique, c'est un complexe par rapport à l'Occident. Qu'est-ce que c'est selon vous? Je pense que la plupart des gens qui s'engagent dans le djihad ne connaissent pas le Coran. Ils l'apprennent une fois engagés. J'ai eu l'occasion d'en suivre quelques-uns. Donc c'est pas religieux pour commencer. Voilà, c'est ça. Ça devient religieux. À l'origine, ce sont des jeunes qui flottent parce qu'ils n'ont plus la pression de la famille, ils n'ont plus la pression du village, donc ils flottent. Donc ils se soumettent à la pression de qui veut les prendre et surtout à la pression de la propagande sur Internet. Et une fois, on sème la haine dans des quartiers. Parce que les enfants n'ont plus ni famille, ni structure, ni culture quotidienne autour d'eux. Et une fois que la haine est semée, il y a des gens qui repèrent les enfants les plus faciles à fanatiser. À ce moment-là, ils leur offrent des stages. À ce moment-là, ils leur apprennent ce qu'est le Coran et la nécessité de tuer. Mais la plupart ne savent pas. Au début, moi, je crois que c'est pas une pensée religieuse, c'est une pensée récupérée par des extrémistes. À propos de récupération, Boris Cyrulnik, évidemment, le FN, le Front National français, capitalise beaucoup là-dessus. Capitaliser, c'est un mot un peu cynique, mais au fond, c'est ça. Il n'arrête pas de dénoncer l'immigration. En Suisse aussi, on a le premier parti de Suisse, l'UDC, qui dénonce souvent l'immigration. Est-ce que c'est parti, non pas un tout petit peu raison sur le fait que l'immigration crée aussi du communautarisme, mais ce que vous nous expliquez là, parfois certains qui pratiquent le communautarisme se radicalisent. Est-ce que le fond du discours de ces partis-là ne se base pas aussi sur des faits ? Absolument. Alors il y a des faits, mais de toute façon, l'immigration caractérise absolument toutes les cultures. Notre propre culture se baigne dans l'immigration. Les immigrants sont généralement pas très bien acceptés, mais ce qu'on constate dans les théories de l'intégration, c'est que sur le plan psychologique, c'est que la première génération souffre et se tait. Et c'est la deuxième génération qui a les marqueurs de mal-être, c'est-à-dire délinquance, mauvais résultats scolaires, suicide, faible niveau. C'est la deuxième génération qui souffre parce que la première génération a été mal accueillie, pour ainsi dire, la plupart du temps. Donc là, c'est un phénomène qui se répète quelle que soit la culture. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la deuxième génération. Et le danger, bien sûr, c'est que c'est un cadeau fait à l'extrême droite. Et que l'extrême droite, bien sûr, va utiliser ça pour stigmatiser, pour radicaliser, et puis dire, comme ça s'est fait dans toutes les cultures, le mal vient de l'autre. Le phénomène du bouc émissaire.
Et la France, vous qui êtes français, est-ce qu'elle n'est pas en train de se couper totalement en deux entre, comme vous l'avez dit, hein, maintenant tout est blanc ou noir, hein, il n'y a plus de nuances. Est-ce que là, on n'est pas dans cette scission très claire? Alors, le danger, c'est le choix entre deux extrêmes. Et je pense que, au contraire, la plupart des musulmans français sont tout à fait fréquentables. Ils font des études, ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils ne posent aucun problème, et ils sont choqués par cette radicalisation de l'islam. Hein, mais c'est pas eux qui prennent la parole, ou plutôt on leur donne peut-être pas la parole, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'immense majorité des musulmans sont autant choqués que les non-musulmans. Mais c'est pas eux qui prennent la parole. Ceux qui prennent la parole, généralement, c'est ceux qui créent des événements. Et alors là, bien sûr, avec dans les guerres modernes, les guerres asymétriques, avec 2-3 hommes sacrifiés, formés après l'engagement, on peut déclencher un phénomène psychosocial énorme, et alors là, on ne sait plus qui va en profiter. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un choix, à une plaque tournante. Ou bien, ça va être l'augmentation d'une solidarité. Ils sont musulmans, ils ont le droit de l'être, et on a le droit d'être bouddhiste, on a le droit d'être ce que notre famille et notre culture nous enseignent. Mais on n'a pas le droit de vouloir imposer sa loi aux autres. Comme l'a dit le pape François, on ne peut pas tout se permettre. L'insulte est pénalisable. Le blasphème est une notion culturelle qui prépare à l'assassinat parce que c'est une pensée extrême qui change selon les cultures. Et le danger, c'est ou bien on va faire un nouveau contrat social, ou bien on va se radicaliser. Oui, et c'est là qu'on amène cette notion que vous avez beaucoup développée, qui est le concept de résilience, c'est-à-dire de rebondir dans l'épreuve. Dieu sait que l'épreuve est forte, là pour la France et peut-être le monde. Est-ce qu'une résilience collective est possible aujourd'hui en France, Boris Cyrulnik? Oui, tout à fait. Je pense même que c'est après les grands événements comme ça qu'on a un tournant de la culture. Beaucoup de cultures, après un fracas, s'améliorent, on peut s'améliorer. L'immense majorité des gens désirent vivre ensemble. Comment on l'injecte, cette culture-là, maintenant? Qui l'injecte? Il faut des personnalités fortes aussi, comme vous ou d'autres? D'où est-ce que ça doit venir? Les gens de parole. Alors, les gens de parole, c'est les journalistes. Hein, et quelles sont les premières cibles des cultures totalitaires? Les journalistes et les artistes. Parce que c'est des gens de parole. Quand quelqu'un veut prendre la dictature, il donne une promotion aux journalistes qui se soumettent à ses idées, et il tue, il déporte, il emprisonne les journalistes qui ne se soumettent pas. Alors, et les artistes, c'est exactement la même chose. Quelle que soit la culture, les artistes sont persécutés par les tyrans, sauf si ils prennent la défense des tyrans. Donc les journalistes, les caricaturistes, les artistes, les écrivains doivent en faire encore plus aujourd'hui en France? Absolument. Mais et surtout, ce qu'il faut faire, il me semble, c'est une culture populaire. C'est-à-dire que désoumettre les jeunes de la culture d'Internet. Avant, c'était la famille et le village qui marquaient leur pression et qui apprenaient les valeurs. Le web est coupable, Boris Cyrulnik. On avait quelqu'un justement qui défend la liberté totale d'expression sur le net, une Française il y a 10 minutes qui disait non, le web n'est pas coupable, etc. Vous dites quand même que ce canal-là y est pour quelque chose. Le web est à la fois merveilleux et terrifiant. C'est-à-dire, c'est merveilleux parce que c'est un canal de communication stupéfiant, mais c'est pas un canal de relation. On se soumet à une représentation coupée du réel. C'est-à-dire que là, c'est une arme pour les intégristes, quelle que soit la religion. C'est une arme qui peut manipuler tous ces enfants qui n'ont plus la pression de la famille ou du village.